Mardi 5 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour, merci de prendre ce rendez-vous informatif. C'est Fraternité Midi Magazine. Au sommaire, un mort et d'importants dégâts matériels. C'est la conséquence d'un incendie qui s'est déclenché lors du transport de l'essence relatée dans la localité d'Agonliruegbo, dans le sud du Bénin. Le véhicule qui transportait l'essence de contrebande a pris feu en pleine circulation. C'est une vidéo qui circule sur la toile depuis hier. Des jeunes présumés braqueurs arrêtés au quartier Peruguera à Parakou. Un montage diffusé par Blague TV. Selon nos investigations, il s'agit d'une initiative des jeunes du quartier pour dénoncer l'état de délabrement avancé de la voie d'accès à ce quartier face au silence des autorités. René Soglo apporte le démenti dans cette édition. Qui de Donald Trump et de Kamala Harris succédera à Joe Biden à la tête des États-Unis d'Amérique? Les Américains choisissent ce mardi 5 novembre leur prochain président lors d'un scrutin qui pourrait basculer en faveur du clan républicain comme du camp démocrate. Les bureaux de vote ont ouvert sur l'ensemble du territoire, comme nous le dira Rodrigue Azinogbe, qui sera en direct dans ce 13h. Voilà pour le sommaire, le développement juste après cette transition. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Merci de nous choisir pour vous informer. Le transport d'essence de contrebande a causé un incendie et des dégâts dans le sud du Bénin. La localité d'Agonliruegbo a enregistré ce mardi 5 novembre un incendie difficile à maîtriser par les pompiers. Selon les premières informations parvenues à la rédaction de Fraternité FM, une perte en vie humaine et d'importants dégâts matériels sont à déplorer. La victime, une femme, est décédée sur les lieux de ce drame survenu dans la commune de Zanyanando, dans le département du Zou. D'après des sources sur place, l'incendie aurait été causé par un véhicule transportant de l'essence de contrebande communément appelée Payo. Alors qu'il circulait, le véhicule a pris feu, embrasant une maison située à proximité du lieu de l'accident. En conséquence, un incendie s'est déclaré, consumant entièrement la maison dans laquelle se trouvait la victime. Malheureusement, cette dernière, une dame, n'a pas pu être sauvée malgré les appels à l'aide et les différentes tentatives de secours des riverains. L'intervention des sapeurs-pompiers, dans un premier temps, n'a pas permis de contenir l'incendie, selon les sources locales contactées. D'autres dégâts matériels sont également signalés, mais aucun bilan précis ne peut encore être établi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais en titre, une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux où l'on voit des jeunes prévenus et délinquants arrêtés au quartier Peruguera à Parakou, présentés à la presse par un soi-disant commissaire. Mais après vérification, il s'agit d'un court-métrage pour dénoncer. René Soglo, bonjour. Daryl Médégan, bonjour à tous. Que comprend donc de cette vidéo qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux? Oui, il s'agit d'un délit fictif, ne vous laissez pas tromper par cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montrant des jeunes présumés délinquants arrêtés au quartier Peruguera dans le premier arrondissement de Parakou et présenté à la presse par la police. Ce montage diffusé par Blague TV est en réalité une initiative des jeunes habitants du quartier pour dénoncer l'état de délabrement avancé de la voie d'accès après plusieurs actions infructueuses auprès des autorités. Nous allons suivre un extrait de cet élément avec Surimpression. Nous avons faim et vu que nous ne pouvons pas rester affamés, le président doit aussi dire quelque chose face à notre situation, raison pour laquelle nous sommes obligés de rester sur la voie pour braquer les usagers. À Peruguera, la voie est pratiquement dégradée et le passage est presque impossible. Les usagers sont obligés de rouler doucement et nous profitons pour leur arracher leur moto et ils commencent par crier « Au secours, au secours !» Ce qui nous favorise encore dans notre travail, l'obscurité domine dans ce quartier. Donc, arrivé au niveau du pont, tu dois rouler doucement. Et si nous décidons de t'arracher ta moto,
C'est une fraction de seconde. Donc cet élément qui a duré 5 minutes 41 secondes et dans cette vidéo donc Daryl Médégan, un jeune homme comme vous pouvez le comprendre se présentant comme le commissaire Danon, met en scène d'autres jeunes jouant le rôle de malfrats. Ces derniers sont prétendument arrêtés avec des objets volés tels que des motos et des téléphones portables et l'un d'eux un certain Toalé Baba dans une séquence de 46 secondes surtout qui a semé la zizanie sur les réseaux sociaux évoque en langue fongri comment l'état désastreux de la route facilite les actes de braquage. Il explique que les passagers doivent ralentir pour éviter les nombreux trous sur la voie, ce qui leur permet d'attaquer plus facilement et de s'emparer des biens des victimes et profitant aussi de l'obscurité qui règne sur cette voie. C'est ce qu'il faut tout simplement souligner et dire que ce n'est pas vrai, c'est juste une blague. Et que dire en conclusion, René Soglo? Oui, on peut comprendre que ce court-métrage partagé est en réalité un moyen de dénoncer l'état de dégradation avancée de la route menant au quartier Pérouguera et en adoptant un ton provocateur, ces jeunes souhaitent attirer surtout l'attention des autorités qui ont d'ailleurs été interpellés par rapport à cette situation sur les difficultés d'accès et aussi sur les conditions de vie. Quand vous allez sur, vous verrez qu'il parle aussi de chômage et des difficultés que rencontrent les jeunes, ce qui pousse d'autres à la délinquance, même si ce n'est pas la meilleure formule. Alors cette action souligne un problème sérieux et ce cri de détresse rappelle aux autorités l'urgence de prendre des mesures pour répondre enfin aux habitants, sinon à la population de Parakou par rapport à cette voie de Pérouguera, qu'il faut le rappeler, n'est pas prise en compte par le projet asphaltage. C'est une situation précaire qui n'est pas du tout à prendre à la légère et donc la réaction des autorités est vraiment attendue. Les jeunes de Pérouguera qui lancent donc cet appel pressant, on verra ce qui se fera. Il ne s'agira pas peut-être de traquer ces jeunes, mais plutôt de répondre efficacement parce que c'est un problème que nous vivons tous depuis des années. La praticabilité des voies à Parakou. Merci René Soglo pour toutes ces précisions. 10 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende. C'est la peine requise par le paquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce lundi 4 novembre contre Faletti Biaou Ayodele Prudence alias Général Faletti. 55 mois ferme et 1 million de francs CFA d'amende ont été également requis contre son présumé complice. Le parquet spécial leur reproche des faits d'atteinte à l'intégrité du territoire national après les violences survenues à Savet entre décembre 2019 et janvier 2020. Les deux présumés ont plaidé non coupables des faits mis à leur charge. Autre information, bref, 2 prisonniers à la prison civile d'Abomey-Calavi sont décédés. L'information a été révélée par le journal Le Potentiel. Selon le média, la tragédie s'est produite dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 novembre. Les raisons de leur décès ne sont pas encore connues, mais l'hypothèse d'une forte chaleur dans la prison est envisagée. Aucune communication officielle n'a été émise par les autorités judiciaire. Pour rappel, la surpopulation carcérale touche toutes les prisons du Bénin et le nombre de détenus est en augmentation. Autre volet de l'actualité, l'affaire Steve Amoussou continue de susciter des réactions. La dernière en date est celle du gouvernement togolais qui s'est prononcé sur la situation des ravisseurs. L'exécutif togolais, à travers son secrétaire général Christian Eninam Trimois, a déclaré que les ravisseurs de Steve Amoussou arrêtés à Lomé et jugés au Bénin verront leurs charges abandonnées. Selon lui, le jugement rendu par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET au Bénin empêche toute action judiciaire de plus. Pour Christian Enyam Trimois, ce jugement devrait entraîner l'annulation des mandats d'arrêt émis par la justice togolaise. Écoutons le secrétaire général du gouvernement togolais au micro de nos confrères du Togo.
Nous avons parlé avec nos amis et nos frères du Bénin sur cette procédure. Il y a une excellente entente sur la diligence de l'enquête. Vous avez vu qu'au Bénin, ils ont commencé à condamner. Et nous avons, pour ceux que nous avons arrêtés chez nous, également une procédure judiciaire en cours. Mais qu'en est-il donc sur cette question avec le Bénin, effectivement, le fait est regrettable. Nous l'avons dénoncé, mais nous nous entendons extraordinairement bien avec notre voisin. On a entendu quand même que vous avez lancé un mandat d'arrêt contre un certain nombre de personnes que vous avez soupçonnées avoir participé à cette opération. Absolument. Est-ce que les mandats d'arrêt sont toujours en vigueur? Oui, ils sont en vigueur. Ils sont en vigueur, mais vous savez, une fois qu'on ne juge pas une chose deux fois, vous savez, en droit, une fois que l'État du Bénin a réglé la question et condamné certaines personnes parmi elles, évidemment, nous ne pouvons plus les arrêter, les juger, les condamner une deuxième fois pour les mêmes faits. Donc vous voulez dire que ceux qui ont été jugés là-bas et qui étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt au Togo ne le sont plus aujourd'hui? Mais je n'ai pas vérifié l'état d'exécution actuelle des mandats d'arrêt, mais techniquement, à terme, pour ces personnes-là, elles devraient tomber. Le mandat d'arrêt devrait tomber, parce que nous ne pouvons pas juger deux fois les mêmes faits. C'est un principe qui est connu de tous nos pays, et nous le partageons. Une fois que le Bénin a résolu le problème, le Togo ne peut pas résoudre le même problème deux fois. En revanche, pour toutes celles qui n'ont pas fait l'objet de procédures, les procédures se poursuivront. Je l'annonçais en titre, les Américains choisissent ce mardi 6 novembre leur 47e président. Les bureaux de vote ont ouvert et des millions de personnes vont ajouter leur voix aux plus de 82 millions de bulletins déjà déposés de manière anticipée ou envoyés par voie postale. Rodrigue Zinongbe, bonjour. Bonjour Daryl. Alors, vous êtes en direct depuis les États-Unis d'Amérique, où vous suivez depuis quelques jours cette élection. Dites-nous quel point peut-on faire en ce qui concerne l'ouverture des bureaux de vote. Écoutez, pour l'heure, les bureaux de vote n'ont pas encore ouvert comme vous l'avez annoncé parce qu'il y a un décalage horaire pratiquement de 6 heures entre la côte Est et Cotonou. Actuellement, je crois que vous avez un peu plus de 13 heures à Cotonou. Il n'est que 7 heures ici aux États-Unis pour l'instant. Et lorsqu'on va évoluer vers la côte Ouest, c'est-à-dire vers la ville de Los Angeles, qui est beaucoup plus sur le côté Pacifique, il y a carrément 9 heures de décalage. Donc, il n'est même pas encore 7 heures là-bas. Il est, je crois, autour de 4 heures du matin là-bas. Donc, les bureaux de vote n'ont pas encore ouvert. Les bureaux de vote ouvriront tout à l'heure aux alentours de 8 heures, donc dans un peu moins d'une heure. Ça dépendra, comme je l'ai dit, de l'état où vous vous trouvez. Donc avec l'évolution de l'heure, ça va évoluer ainsi jusqu'à fermer aux alentours de 20h, 21h. Pour certains bureaux. Donc on attend à peu près 240 millions de votants. Il y en a déjà eu, vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure. Donc pour l'heure, tout est encore calme. Les choses sont en train de se mettre en place pour l'ouverture des bureaux de vote et pour que les plus de 200 millions de votants qui restent puissent aller accomplir leurs droits civiques. Alors Rodrigue Zinongbe, est-ce qu'il y a d'engouement au niveau des bureaux de vote déjà? Il y a forcément un engouement parce que cette élection elle est quand même un peu excitante, hein, comme je le dis depuis toujours. Lorsque vous posez la question à beaucoup de personnes, on sent cette envie d'aller voter, on sent cette envie de départager les deux, surtout avec le phénomène Donald Trump qui est un phénomène que beaucoup de gens n'arrivent pas à cerner encore, puisque c'est clair que ça fera l'objet d'une étude dans les universités dans les années à venir, pour notamment en sciences politiques. Il a perdu les élections, il était président, il a perdu les élections, il revient avec tout ce qu'il a connu comme déboire judiciaire. C'est pas encore fini, il s'est mis en stand-by d'abord pour que les élections se terminent. Donc tout ça, ça compte. Et puis attention, il faut rappeler aussi que ce n'est pas seulement l'élection présidentielle entre Donald Trump et Kamala Harris, il y a aussi l'élection de quelques sénateurs et de quelques congressmen, c'est-à-dire des parlementaires, puisque ici on les appelle les congressmen, c'est un mélange de députés et de sénateurs. Donc il y a ce vote aussi qui se fait, mais pas de façon générale pour renouveler tout le Congrès, non. C'est de façon partielle. Donc il y a des candidats démocrates, il y a des candidats des républicains aussi qui vont se départager pour en quelque sorte donner un petit avantage à celui qui va gagner la présidentielle. Alors nous sommes à quelques minutes donc de l'ouverture des bureaux de vote. Comme vous l'avez dit, est-ce que les dispositions sécuritaires sont prises pour assurer la quiétude des Américains? Oui, ça c'est la chose la plus intéressante, hein, les dispositions sécuritaires. Lorsque vous avez une élection ici, il y a des centres de vote, ça se passe de façon calme, ça c'est une certitude. Les bureaux de vote étaient ouverts depuis plusieurs semaines, c'est ce qu'on a appelé, et c'est ce que vous avez dit, le vote anticipé, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu beaucoup de votants qui l'ont fait soit en allant dans un bureau de vote, soit en le faisant par la poste, soit en le faisant de façon électronique. Donc il y a plusieurs stratégies qui sont mises en œuvre ici pour cela. Maintenant sur les questions de sécurité. Alors, hier j'étais
Capitole, qui est le siège du Parlement, et j'ai essayé, et je suis allé aussi au niveau de la Maison Blanche pour récupérer, pour faire quelques éléments pour nos confrères de Canal 3. Et je peux vous dire que sur les questions sécuritaires, le Capitole est hyper sécurisé, la Maison Blanche encore plus. Je ne sais pas si vous avez vu les images que j'ai envoyées, ça a été doublement sécurisé avec des barrières et des grillages qui sont totalement installés autour de la Maison Blanche. C'est comme si la Maison Blanche était assiégée, un barricage et des grillages de façon vraiment exceptionnelle, c'est du jamais vu. Mais en fait, cela s'explique par le fait que, si vous vous rappelez, en janvier 2021, Donald Trump avait contesté les élections, les résultats, ses partisans avaient envahi le Capitole, ça avait créé un énorme séisme dans le pays. Donc on anticipe, on a mis des barrières, c'est-à-dire des doubles barrières. Lorsque, généralement, tu viens aux États-Unis, lorsque moi j'y étais il y a quelques années pour faire des images de la Maison Blanche, là où on restait, et on avait une très belle image du bureau ovale, c'est-à-dire le bureau du président de la République. Eh bien, on a pris cette image. Il y a deux grillages qui sont placés. C'est vrai, il y a des portes pour que vous y accédez. Le Secret Service est déployé partout. Les agents de renseignement milliers de la présidence sont déployés partout. À chaque mètre, vous avez forcément quelqu'un, même s'il y en a qui sont civils, il y en a qui sont armés. C'est vrai que les journalistes, on avait la possibilité de faire notre travail de façon tranquille, aucun problème pour ça. Mais aussi, il faut retenir qu'il y a un travail d'anticipation déjà qui est en train d'être fait, que ce soit au niveau du Capitole et au niveau de la Maison Blanche. Au niveau du Capitole, on est en train déjà d'installer les tribunes pour l'investiture du président qui aura lieu le 20 janvier 2025. C'est-à-dire qu'on installe déjà les tribunes, ça se voit, les images le montrent clairement. Et lorsque vous arrivez au niveau de la Maison Blanche aussi, des tribunes sont en train d'être installées au niveau du jardin de la Maison Blanche pour l'installation aussi du prochain président. Bref, on est pratiquement, disons, à 3 mois, un peu plus de 3 mois de l'installation, ou à peu près 3 mois de l'installation, mais on anticipe déjà tout, on prend les dispositions sécuritaires pour qu'il n'y ait pas de troubles déjà pour l'élection d'aujourd'hui. Bref, la sécurité est prise très au sérieux à Washington ici pour cette élection. Alors, Rodrigue Zinongwe, vous avez suivi la campagne pendant des jours. Qui des deux favoris, c'est-à-dire Donald Trump de Kamala Harris, va succéder donc Joe Biden à la tête des États-Unis d'Amérique très prochainement? Personne ne pourra le dire, je peux vous assurer, personne ne pourra le dire. Les sondages sont très serrés. Lorsque vous parlez avec des Américains, eux-mêmes ils en sont conscients, ils disent que c'est serré. Peut-être, mais à écouter quelques stratèges qui maîtrisent à fond la politique américaine, ils se disent mais non, attention, il y a clairement un favori, mais les instituts de sondage ne veulent pas dire qui est tel ou tel favori pour biaiser le jeu, pour que le favori puisse baisser les bras. Certains ont dit clairement non, écoutez, c'est Kamala Harris qui va gagner, mais pour d'autres, Donald Trump a remonté en flèche dans les sondages, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui va gagner. C'est clair que jusqu'au vote, la campagne se poursuit. Il n'y a pas fin de la campagne. Hier, les candidats étaient en campagne. Aujourd'hui aussi, ils vont faire campagne. Seulement que le jour du vote, lorsque vous faites campagne, vous devez rester à une certaine distance du bureau de vote. Même en allant voter, vous pouvez essayer de convaincre les électeurs. Donc vous voyez un peu la particularité du système électoral américain. Il y a ce côté un peu vieille démocratie qui montre que c'est quand même quelque chose qui maîtrise le vote, mais qui est, disons, favori entre Trump et Harris. Je ne pourrais le dire. Beaucoup disent Trump, beaucoup disent Harris. Donc on attendra les résultats. Les résultats ne vont pas tomber aujourd'hui pour vous, parce que le vote va se terminer aux alentours de 21h. 21h, ce qui fera, vous ajoutez 6h si je suis au niveau de la côte est, c'est-à-dire Washington, New York, vous ajoutez 6h, ce qui fait pratiquement 2h du matin chez vous à Cotonou en ce moment, donc la Paracou. Donc les résultats vont commencer par tomber aux alentours de 2h30, 3h du matin, donc on restera tard dans la nuit, déjà à 7h, on pourra demain 7h, heure de Paracou, ce qui fera 6h ici, on pourra déjà faire un point pour savoir dans quel état ça commence par marcher, ainsi de suite, mais déjà à 13h, à 19h, ce qui fera 13h ici tout à l'heure, je pourrai revenir encore pour vous donner des détails sur les premiers votants et leurs impressions.
Merci Rodrigue Zinogbe. Revenez-nous donc à 19h dans la générale de l'information pour plus d'informations sur cette élection aux États-Unis d'Amérique. Et puis cette élection, on parle toujours de cette élection aux USA, une élection très suivie par la population béninoise. Les deux candidats, Donald Trump et Kamala Harris, ont chacun la chance de diriger le pays. Écoutons la perception de quelques citoyens paraguayens. Ils ont pour nom Martin et Serge. Moi, je préférais que Kamala Harris puisse arriver. Ça donnerait de tonus qu'une femme, Kamala Harris, a pu diriger ce grand pays. Mais comme les Américains sont les Américains, je ne peux pas affirmer tout de suite pour dire que c'est elle qui va remporter parce que dans les votes populaires, elle peut gagner. Ceux qui sont choisis pour maintenant élire le président peuvent choisir autre personne. Pour moi, pour les États comme les États-Unis, et tout ça, confier cette nation à une femme, je n'ai rien contre la femme. J'aime beaucoup la femme, j'admire le zèle de la femme, tout ce qu'elle fait. Aujourd'hui, on a dit que la société, on a besoin de la femme pour faire tant. Mais pour moi, si je vais proposer ou bien je souhaiterais que quelqu'un gagne les élections aux États-Unis, naturellement, je donnerai mes voix pour Trump. Parce qu'un pays comme les États-Unis, une femme gérée, cette nation, à voir un peu ce qu'elle dit lors de cette tournée de campagne, tout ça, donner cette nation à cette dame, je pense qu'on aurait jeté de feu sur le dos. Donc pour moi, c'est... Place aux informations sportives. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Daryl Medigan. Real Madrid, Mbappé recadré en interne. Oui, Kylian Mbappé s'est fait tirer les oreilles après son classico manqué dans les grandes lages face au FC Barcelone. Défaite, rappelez-vous, 4-0 de la Maison Blanche. Lui, qui a été signalé au jeu à 8 reprises pendant cette humiliation subie par les merengues au Santiago Bernabéu. C'est ce que rapporte en tout cas le quotidien français L'équipe dans son édition de ce mardi. Nos confrères rappellent que les champions d'Europe en titre n'ont pas recruté l'ancien parisien pour ajuster ou bien jouer un rôle de star de plus à l'effectif, mais bien pour en faire un leader. Et c'est justement ce que des personnes influentes au sein du club madrilène lui ont reproché, son incapacité à s'imposer sur le terrain et dans le vestiaire, en attendant peut-être une réaction du capitaine de l'équipe de France face à l'AC Milan ce mardi en Ligue des Champions. Ligue des Champions, justement, plusieurs affiches au menu ce mardi. Oui, Real Madrid, Milan, on en parlait tantôt, mais aussi Lille, Juventus, Liverpool, Bayer Leverkusen, Sporting, Portugal, Manchester City, Bologne, Monaco et Dortmund, Sturm Graz sont au menu tout à l'heure, partie de 21h, sans oublier Celtic, Glasgow, Leipzig, et même peu avant, à 18h45, le Slovan Bratislava reçoit le Dynamo Zagreb, tandis que Girona sera en déplacement aux Pays-Bas pour jouer le PSV à Eindhoven. Merci Jacques Degbé pour ces informations sportives. À présent, les nouvelles hors de nos frontières. Bonjour. Daryl Medigan, bonjour. On commence par le Nigeria. Le président Tinubu ordonne la libération des mineurs protestataires détenus. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a ordonné la libération de tous les adolescents arrêtés lors des manifestations d'août ainsi que l'abandon des accusations de trahison qui pèsent contre eux. Ils sont au total 76 manifestants, dont 30 mineurs âgés de 14 à 17 ans qui avaient été inculpés de trahison, d'incitation à un coup d'État et d'autres crimes. Guinée équatoriale, un haut fonctionnaire empêtré dans un scandale de Sestap. La diffusion virale sur les réseaux sociaux de plusieurs vidéos montrant un haut fonctionnaire en plein débat sexuel dans son bureau agite la Guinée équatoriale. Dans ces vidéos, on reconnaît le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, Bethesda Emaga, avec des épouses de dignité dans son bureau au ministère des Finances. Les détails, c'est dans la page Inter. Merci. Akila Stako. Mesdames et messieurs, nous allons suivre à présent la revue de presse nationale. Epiphan Chabi. Bonjour à tous.
Bienvenue dans cette revue de presse. Dans sa dynamique de reconstituer l'histoire du Dahomey, le Bénin est toujours aux trousses de ces trésors royaux pillés par les Occidentaux. Ce lundi, à l'occasion d'une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de la République du Bénin Olusegun Adjadi Bakari et de la République de Finlande Elina Valtonen, le Bénin vient de mettre la main sur un trésor d'une valeur culturelle inestimable. Fraternité le matinal, l'affiche du jour et bien d'autres publications en parlent précisent qu'il s'agit du tabouret royal Cataclès emporté par le général Alfred Dodds lors des campagnes de 1892. Ce dernier trésor qui porte le nombre total à 27 vient confirmer selon Fraternité l'engagement du gouvernement béninois à redonner vie à une histoire marquée par un impérialisme sauvage ayant emporté dans ses flots des millions de morts et de déportés et caractérisé par un pillage massif des biens culturels. Cette dynamique de lever le voile sur la face cachée de l'histoire à partir des preuves tangibles, le gouvernement de Patrice Talon en a fait son cheval de bataille et sans risque de se tromper. Les faits lui donnent raison, fait savoir la face de jour. Le moins qu'on peut se dire, c'est que l'histoire s'effacera de moins en moins tant que des hommes de vision de la trempe de Patrice Talon vont s'engager à faire restituer les œuvres culturelles volées, conclut les publications. Et dans la suite de cette revue, Fraternité, le matinal Éveil Info, Décryptage Info et bien d'autres publications font savoir que la Banque mondiale a donné son accord pour débloquer un financement de 635,5 millions d'euros au profit du Bénin. Ce montant de l'Association internationale de développement IDA va soutenir la transformation économique et sociale du pays qui passe par le renforcement de la croissance du secteur privé, de la résilience sociale et climatique du pays ainsi que l'amélioration de la collecte des recettes. Selon Éveil Info, le financement se décompose en un crédit de 135,5 millions d'euros et une garantie de 200 millions d'euros, une première depuis l'instauration de la nouvelle plateforme de garantie en juillet 2024. Il permettra, selon les publications, de soutenir les réformes dans le cadre d'un objectif global de mobiliser 500 millions d'euros de financements commerciaux. Le programme se décline en 3 piliers, fait savoir Fraternité, qui précise qu'il s'agit primo d'un partenariat public-privé qui vise à créer un cadre opérationnel pour encourager la participation du secteur privé dans des projets publics, facilitant l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises. Secondo relais le matinal, le recouvrement des recettes soutient des réformes pour améliorer le recouvrement fiscal, garantissant ainsi des fonds pour l'investissement public. Et tertio conclut Éveil Info, la résilience sociale et climatique comprend l'élargissement du registre social unique et le renforcement des systèmes de gestion des risques de catastrophe afin de favoriser les villes durables. Et plus loin, selon un rapport de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ACEP repris par le matinal, la valeur des dépôts Mobile Money s'établit à un montant de 3 430 millions de francs CFA au 31 décembre 2023, soit un accroissement de 31% par rapport à l'année 2022. 3 fournisseurs de services financiers mobiles agréés ont animé le marché financier mobile durant la période, fait savoir la publication. Il s'agit de MTN Mobile Money, Move Money et Coris Banque Internationale. En effet, précise la publication, les transactions financières effectuées via la téléphonie mobile au Bénin sont relatives au dépôt et retrait d'argent, aux achats de crédits téléphoniques, au paiement des salaires, bien d'autres transferts et le volume des transactions des services financiers mobilisés est évalué à un peu plus de 2 milliards de transactions en 2023, soit une moyenne journalière de 5,6 millions d'opérations, fait savoir le journal. Comparé aux données de 2022, cet indicateur a connu une croissance de 38,5% et ce volume est constitué de 99,6% de transferts nationaux et de 0,4% des transferts internationaux, conclut la publication. Et plus loin, le matinal Le Potentiel, l'investigateur, les 4 vérités et bien d'autres publications font savoir qu'il ne sera plus désormais fait obligation aux usagers de présenter à la fois la carte nationale d'identité biométrique et le certificat d'identification personnelle avant la satisfaction de leur requête au Bénin. L'une ou l'autre de ces pièces est valable, c'est l'information donnée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou dans un communiqué en date du 31 octobre 2024 relayé par le matinal. Et dans les dernières secondes, plusieurs journaux font savoir que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a requis une peine de 10 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA contre Faletti, général autoproclamé impliqué dans les violences électorales de 2019 au Bénin. En plus de sa peine de prison et de l'amende, son co-prévenu risque 55 mois de prison ferme et une amende d'1 million de francs CFA
Douala pour complicité dans l'atteinte à l'intégrité du territoire national, conclut les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Ainsi se referme également ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 15h pour le bulletin, 16h le Flash Inter, 19h pour la générale de l'information. Merci infiniment de votre fidélité. C'était le journal sur Fraternité FM. Fraternité FM, à Paraco, Unité FM, à Paraco, Unité FM, à Paraco, Unité FM, à Paraco.